Une nouvelle semaine nous est offerte. Alors, mesdames et messieurs fidèles téléspectateurs, ravis de vous retrouver une fois de plus pour cette nouvelle semaine de présentation. Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. Merci fidèles téléspectateurs de votre fidélité. Aujourd'hui, nous allons accueillir des Centrafricaines qui sont venues au Burkina dans le cadre donc du FIED. C'est un forum justement des femmes dynamiques et entreprenantes. On va en parler avec notamment les Centrafricaines qui vont faire le point de leur activité en ce qui concerne le forum. Ça sera dans la rubrique invité du jour. Nous sommes le 1er décembre. 1er décembre, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. C'est l'occasion de sensibiliser. C'est l'occasion aussi de parler des actions du Burkina, au niveau du Burkina et au niveau du monde entier pour lutter contre le sida. Nous allons recevoir donc une association, un réseau qui œuvre aussi dans la lutte contre le sida. Corab, on va en parler dans cette émission à travers bien sûr nos invités qu'on recevra plus tard. Mesdames et messieurs, voici planté le décor de l'aventure de ce matin. Bienvenue encore à Bonjour le Faso. On démarre l'aventure avec la première rubrique, c'est à la découverte de. Cette rubrique vous amène à la découverte du Burkina Faso, des potentialités culturelles, touristiques et bien sûr traditionnelles du Burkina Faso. Et cette semaine, nous avons décidé de déposer nos valises à Bagré pour vous faire découvrir les potentialités de Bagré. Je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse regarder, suivre et écouter cet élément. Cette semaine, nous déposons nos valises à Bagré pour vous faire découvrir les potentialités de la localité. La commune de Bagré est située à environ 45 km de Tinkodgo, dans la région du Nakambe. Vous y trouverez le pôle de croissance de Bagré avec ses installations hydroélectriques, ses plaines aménagées pour l'agriculture, ses centres qui produisent le riz de Bagré et ses centres d'élevage piscicole. Le barrage de Bagré a une capacité d'1,720 milliards de mètres cubes d'eau et une superficie de 28 500 hectares. Sa construction a débuté en 1989 et la mise en eau effectuée en juillet 1992. Ce barrage hydroélectrique fait la fierté de la localité et permet de fournir l'électricité pour nos villes, en plus des activités agricoles qui s'y mènent. En plus, le pôle de croissance de Bagré dispose d'un centre d'élevage piscicole. Ce centre est le fruit de la coopération entre le Burkina et la Chine-Taïwan. Le centre a pour vocation la production et la commercialisation des alevins. Selon le chef du centre Bassori Ouattara, sa structure produit par an plus d'1 million d'alevins. La production de poissons à cage flottante est aussi pratiquée à Bagré. Elle a été lancée le 20 juillet 2024. Plus de 250 cages flottantes sont installées sur le plan d'eau de Bagré. D'ailleurs, de nos jours, beaucoup de privés font l'élevage de poissons à Bagré. En témoignent les bassins piscicoles qu'on y retrouve. À côté de ces bassins piscicoles, vous pourrez visiter aussi un champ de cacao et de cola qui est en expérimentation. Et qui parle de Bagré, parle forcément du riz de Bagré. À Bagré, vous pourrez visiter les champs de riz et des centres d'étuvage de riz. Dans ces centres, on retrouve plusieurs coopératives de femmes qui disponibilisent le riz de qualité pour les Burkinabés. À côté de la production du riz, les femmes de Bagré commercialisent aussi le poisson fumé et le poisson frit. On ne saurait vous présenter les potentialités de Bagré sans vous parler du centre écotouristique de Bagré. Ce centre, c'est un complexe hôtelier. Ce cadre enchanteur vous accueille pour votre séjour à Bagré. Vous allez apprécier les logements. Vous apprécierez également le calme qui y règne. Vous entendrez le bruit des oiseaux. Vous observerez aussi le lever et le coucher du soleil. Chers amis, allez-y visiter les potentialités de Bagré car vous allez aimer. Cette semaine, nous vous faisons découvrir Bagré et ses potentialités. Et nous commençons cette revue de presse avec le quotidien bourbolais, l'Express du Faso, qui affiche à sa une citer son nature de Bendou Gousso, des duplex et des immeubles dans quelques mois.
Dans la rubrique Autant le dire de l'Express, vous-même, vous voyez non, il n'y a pas réseau. Docteur Diasibo Thomas Nyonli, directeur exécutif du CADA, l'intérêt général est au cœur de la construction de toute nation. Jubilé d'argent de la 5e promotion de l'ENEP de Bobo, les réformes du système éducatif au centre de la célébration. Simple détail, recrudescence des vols au CMA de Dafra. PMUB, un parieur, empoche plus de 63 millions de francs CFA à Houndé. Dans la rubrique, on passe à présent à Sidoya. Le quotidien d'État affiche à sa une Foire internationale du livre de Ouagadougou, Philo, rendez-vous du 23 au 28 novembre 2025 pour 27 pour la 19e édition. 17 lauréats des Olympiades littéraires primés. Mettre en place un espace de formation pour les jeunes acteurs et éditeurs. C'était donc la page consacrée à la Foire internationale du livre de Ouagadougou. On continue avec les titres de Sidoya, obsèques de l'ancienne première dame Nana Konadou au Ayman Rollins, le Burkina Faso solidaire du peuple ghanéen. Éditorial, une fierté nationale. Lutte contre la fraude, 60 sacs de cyanure enfuis dans les cartons d'huile alimentaire saisis. Affaire Téyan 2, l'ex-ministre Laure Zongo et 7 personnes bientôt à la barre. Arrondissement 2 de Ouagadougou, 160 étals ravagés par un incendie au marché de Paspanga. Sidoya toujours 3 ans d'action du gouvernement, l'exécutif rend compte aux populations du Nakambe. On passe à présent au quotidien, le quotidien, qui affiche à sa une ce matin PMUB Lonabe, l'ingénieur en génie civil Raphaël Nikema gagne plus de 63 millions de francs CFA. Affaire Téyan 2. Donc, affaire Téyan acte 2, 8 personnes dont l'ex-ministre Laure Zongo-Ien poursuivi. Tenkodgo, 60 sacs de cyanure interceptés par la douane. Et les titres à lire donc dans la rubrique Le Voyageur de Guéna, Nyendere, Tamunja, plusieurs tricycles transportant illégalement des amendes de carité interceptés. Ouaga, 160 étals ravagés par un incendie au marché de Paspanga. Titao, une femme meurt par noyade dans un puits de Watinoma. Wemtenga Ouagadougou, un site de traitement illégal de téléphones usagés découvert. On passe à présent au quotidien aujourd'hui au Faso qui affiche à sa une procès Téyan et Sieur, saison 2. 8 personnes dont l'ex-ministre Laure Zongo jugé le 12 décembre. Les avocats ne bloquent pas la procédure d'après le barreau. À lire toujours à la une de aujourd'hui au Faso, arrondissement de Ouagadougou, 160 étals réduits en fumée par un incendie au marché de Paspanga. Lonabe Houndé, Raphaël Nikiema gagne 63 499 000 francs CFA au PMUB. News du jour, lutte contre la drogue, l'appel du ministre de la Sécurité. Cyclisme, Paul Domon, meilleur coureur amateur africain. RECAM 2025, les cadres musulmans se penchent sur les défis sociaux et communautaires. Samuel Eto'o, un destin au-delà du football, la question est posée à la page numéro 11 du journal Aujourd'hui au Faso. L'actualité internationale nous conduit en Guinée-Bissau et on peut lire Ambalo en exil à Brazza. Horta s'installe. Domingo arrêté. Dias en clandestinité. Guinée-Bissau cherche transition apaisée désespérément. Passons à présent au doyen des quotidiens privés, l'Obs. L'Observateur Palga affiche à sa une affaire Téyan 2. Camille Yé et 7 autres à la barre en décembre. Réaction du bâtonnier suite à la phrase du procureur. Bout de vidange, l'ONEA inaugure une nouvelle station de traitement à Komselega. Nomination d'un premier ministre en Guinée-Bissau. Changement dans la continuité.
Lutte contre la drogue, le ministre de la Sécurité appelle à un renforcement de la coopération internationale. Impérial tonique, une nouvelle saveur de la Brakina. Incendie, marché de Paspanga, 160 étals consumés. Cyanure sous couverture humanitaire, la DST douane déjoue l'inimaginable. On termine par la une du journal Le Pays qui affiche à sa une détournement présumé au ministère de l'Action humanitaire. 8 personnes, dont l'ex-ministre Laure Zongo-Ien, à la barre le 12 décembre prochain. On peut lire également la réaction du barreau au propos du procureur du TGI Ouaga 1 au niveau de la une donc du pays. Lutte contre le trafic illicite, saisie de 60 sacs de cyanure enfouis parmi des cartons d'huile alimentaire. Défis sociaux et communautaires, le CERFI interroge le rôle du cadre musulman. Kokana Maroc 2025, une séance de travail pour finaliser les dernières étapes de l'organisation. Confidence du week-end, beaucoup de monde, pas de musique à partir de 22h dans les débits de boissons. Titao, une femme meurt noyée dans un puits. À lire toujours à la une du journal Le Pays, arrondissement 2 de Ouagadougou, 160 étals ravagés par un incendie au marché de Paspanga. Recherche scientifique au Burkina, refonder plus d'impact au service de la souveraineté. C'était le dernier titre du journal Le Pays, d'ailleurs le dernier titre des journaux que nous avions sous la main ce matin. On va maintenant parcourir quelques villes d'affaires pour découvrir les couleurs du temps et on revient pour la suite. Ce matin, nous recevons comme invités des dames venues de la Centrafrique pour participer notamment au Forum international des femmes entreprenantes et dynamiques, un forum qui a eu lieu depuis le 25 novembre. Ça s'est terminé hier 30 novembre. On va en parler sur ce plateau. Nous sommes ravis de recevoir sur ce plateau Madame Marlène Gerville Yambala. Elle est la présidente de l'Association des transformateurs de Centrafrique, en abrégé du moins ATCA. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Bienvenue au Burkina et bienvenue sur notre plateau. Merci pour l'invitation. Merci d'être là. Alors, vous êtes venue avec Madame Corinne Peoua Saïd. Elle est CEO de Coco Déco. Bonjour. Bonjour. Bienvenue également sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux d'être là. Est-ce que c'est votre première fois au Burkina et comment vous avez trouvé le Burkina? Oui, c'est la première fois que je viens au Burkina Faso. Je suis flattée et l'amabilité, la gentillesse des gens, l'accueil dès l'aéroport de Ouaga, ça fait du bien d'arriver et puis de se sentir chez soi. Ah oui. Et vous, c'est votre première fois également? Oui, tout à fait. Franchement, voilà, on suit tous ce que fait le président du Burkina Faso. On va dire, c'est un leader, surtout dans le panafricanisme. Du coup, c'était vraiment une belle opportunité. Et quand on a eu l'invitation du FIED, on a sauté dessus, on a dit non, on ne peut pas rater cette occasion-là. Et c'est aussi une occasion de découvrir un pays frère et notamment très chaleureux. Dès l'aéroport, déjà, on nous a dit bienvenue au Burkina, bienvenue chez vous. Ça nous a touché, du coup, depuis la semaine qui est passée, tout s'est bien passé. On a été vraiment bien accueillis partout. Alors, du coup, est-ce que vous aviez des appréhensions concernant la situation sécuritaire? Parce qu'aujourd'hui, quand on est hors du Burkina, et on a aussi de l'information comme quoi c'est une zone rouge, il ne faut pas y aller et tout. Est-ce que vous étiez dans cette posture-là? Vous aviez peur de venir un peu ou bien pas du tout? Non, pas du tout. Non, pas du tout, franchement. Ah, d'accord. Parce que nous-mêmes, notre pays, il est aussi encore considéré aussi un peu comme un pays dangereux. Et nous vivons sur place, donc étant sur place, on a les réalités du pays. Personnellement, moi, j'ai jamais eu d'appréhension sur la sécurité parce que même dans les pays dits sécuritaires, il y a toujours des dangers. Donc, voilà. D'accord. Alors, Corinne, pour la Centrafrique, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu ce pays-là et en termes de culture également, parce que vous êtes dans l'artisanat aussi? Écoutez, la Centrafrique est un pays qui a énormément de richesses qui ne se connaissent pas.
Moi, je suis passionnée par l'artisanat centrafricain, qui à l'époque, il y a une trentaine d'années, on était très bien représenté par un monsieur qui s'appelait Peroni. Et il n'y avait pas une visite officielle ou quoi que ce soit qui se passait dans le pays sans repartir avec un tableau de Peroni. Mon rêve aujourd'hui, c'est de remettre ça en place. Donc, je travaille beaucoup avec les artisans centrafricains. Bien sûr, je choisis les meilleurs parce que ce qui leur fait défaut souvent, ce sont les finitions. Donc, je suis très regardante sur la finition et je fais en sorte que les gens puissent trouver aussi de la qualité. La Centrafrique, c'est un pays du bois. Okay. Donc, je travaille beaucoup avec le bois. On a énormément de bois, et dont le bois précieux qui est l'ébène. Donc je fais en sorte de mettre en valeur ce bois-là et de faire connaître aux gens qu'en République centrafricaine, nous avons aussi des qualités. Et l'artisanat, entre autres, à travers moi, je fais traverser les frontières. D'accord. Alors, Marlène, qu'est-ce qu'on doit retenir pour vous de la culture, des valeurs, des traditions centrafricaines? Au jour d'aujourd'hui, on va dire la Centrafrique a connu d'énormes bouleversements. Donc, du coup, on commence, on va dire, à redécouvrir nos valeurs à travers nos richesses culinaires, à travers nos richesses de transformation alimentaire, par exemple. Aujourd'hui, on est en 2025. Quand moi je suis revenue au pays, c'était en 2020. Je n'ai malheureusement pas vraiment trouvé, on va dire, matière à me reconnaître dans ce qui était présenté en Centrafrique. Donc, progressivement, j'ai on va dire, mené le combat de montrer que le Made in Centrafrique peut exister. Et à travers, justement, dans le respect des normes, même si les normes ne sont pas définies, légalement on va dire, mais on a un minimum de connaissances. Donc du coup, à travers mes créations, j'ai pu et j'ai surtout impacté pour susciter justement d'autres femmes à faire la même chose. Et aujourd'hui, on peut faire un bilan en disant qu'il y a une avancée quand même. Les packagings sont meilleurs que ce que j'avais trouvé avant. Du coup, on va parler de vos différents domaines parce que vous, par exemple, vous êtes la présidente de l'Association des transformateurs de Centrafrique. Présentez-nous cette association, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous proposez au public en Centrafrique? Donc ATCA, l'association des transformateurs de Centrafrique, a vu le jour en novembre 2023. Donc en fait, le but de cette association, c'était vraiment de promouvoir le Made in Centrafrique, donc les produits locaux centrafricains, accompagner les transformateurs à respecter les normes de production, des normes d'hygiène et surtout à les aider à commercialiser. Donc toutes les adhérents qui sont au sein de mon association, je les accompagne. Par exemple, aujourd'hui, je suis venue au Burkina Faso. J'ai ramené avec moi des produits de certains de mes membres, dont Madame Saïd fait partie aussi. Donc du coup, ça donne une certaine vitrine. Bon, j'ai pas pu ramener tout parce que bon, malheureusement, les produits pèsent. Mais sinon, j'ai essayé de ramener un échantillon de ce qu'on peut trouver au niveau alimentaire de Centrafrique. Donc, la transformation. Alors, Coco Déco, qu'est-ce que vous faites? Vous avez parlé de l'artisanat tout à l'heure, on comprend que vous êtes dans ce domaine. Est-ce que vous pouvez plus nous parler de ce que votre entreprise fait? Je fais également de la décoration. Je suis appelée quelquefois pour faire des décorations de bureaux, de magasins, de maisons, d'ambassades. Et j'emmène ma petite touche africaine. Parce que j'essaye de dire aux gens que je fais la décoration surtout basée sur l'art centrafricain et montrer aux gens qu'on peut avoir de très belles maisons, de très beaux bureaux avec des choses qui sont faites chez nous et puis de qualité. Donc voilà. Alors, comme je le disais, vous êtes venu au Burkina dans le cadre du Forum international des femmes entreprenantes et dynamiques. Que représente le FIED pour vous? C'est de faire de très belles rencontres. On rencontre pas mal de dames qui font pas mal de choses. Donc, ça nous permet d'agrandir notre carnet d'adresses. Ça nous permet de pouvoir rentrer dans un réseau
qui nous permettra par le futur de faire connaître notre pays, parce que la petite chose qui fait rigoler un petit peu, c'est que chaque fois que les gens sont venus sur notre stand et qu'ils ont vu ce drapeau avec les 5 couleurs et l'étoile, c'est quel pays? Centrafrique. Oui, mais quel pays? République centrafricaine. À part l'Afrique centrale, j'ai l'impression qu'en Afrique de l'Ouest, on ne nous connaît pas. Et vu qu'on ne sort pas beaucoup aussi, je pense qu'on a, bon, Marlène en a peut-être fait plus que moi, on ne fait pas énormément de sorties, on n'a pas beaucoup de femmes entrepreneurs qui sortent. Donc, et puis c'est loin, le Burkina est loin quand même. C'est plus facile pour nous d'aller au Cameroun, au Tchad ou ailleurs que de venir jusqu'ici. Donc voilà. C'est ça. Donc c'est une occasion aussi de faire connaître le pays et ce que vous faites. Oui, exactement. Alors, comment justement vous avez tissé peut-être la relation avec le comité d'organisation du FIED qui vous amène au Burkina? On va dire que moi, c'est ma deuxième édition avec le FIED, parce que j'avais connu aussi Kin Télé. Et le fait que ça soit, on va dire, au Burkina, ça a vraiment déterminé mon choix d'y participer. Et bon, j'ai aussi la chance de faire partie d'un réseau de femmes transformatrices qui s'appelle AWI, donc African Women in Processing, qui a aussi un point focal au niveau du Burkina. Et en fait, cette organisation-là accompagne aussi les femmes un peu dans ce que fait ATCA, mais au point de vue Afrique. Et le FIED, on va dire, c'est une plateforme qui offre encore plus de réseaux, dans la mesure où on rencontre des femmes qui font la même chose que nous. On en profite pour faire des partages d'expériences. Parce que par exemple, le packaging, c'est un élément qui est vraiment important dans la production des articles fabriqués localement. Et par exemple, la dame qui est en face de moi, enfin qui était en face de moi, en fait, j'ai vu tout de suite qu'il y avait un problème sur ces étiquettes. Et on va dire, c'est défaut d'expertise, je sais pas. Je lui ai dit, non madame, voilà, il faut faire attention, il faut améliorer vos étiquettes et tout. Et c'est là que j'ai vu qu'on a les mêmes défis à relever. On a les mêmes besoins d'améliorer le packaging pour rassurer le client. Parce que le Made in Africa, on va dire, de tous les pays que j'ai eu à visiter, n'est pas encore assez vulgarisé. Aujourd'hui, par exemple, ça a été vraiment une belle opportunité de rencontrer aussi le président Ibrahim Traoré, qui a tenu à recevoir les femmes qui étaient venues dans le cadre du FIED. Et il a parlé de l'industrialisation, en fait. Ça a touché tout droit. Moi, ça m'a touché directement parce que je suis dans le domaine de la transformation. Et notamment, la RCA a ce défi-là parce qu'on n'a pas de certification. J'ai vu qu'au niveau du Burkina, déjà, avant de produire, on doit avoir une autorisation avant de faire. Or, nous, en Centrafrique, on le fait encore de manière précaire. Et grâce à ce genre d'expérience, quand je vais repartir au pays dès demain, ça va me permettre justement d'expliquer à mes sœurs qui sont dans le même domaine de transformation qu'il faut vraiment qu'on s'entende pour pouvoir emmener nos produits dans la certification pour être compétitifs. D'accord. Alors, elle a parlé tantôt de la rencontre avec les échanges avec le président du Faso, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, qui a rencontré ces femmes-là qui sont venues d'une 60aine de pays quand même. Alors, vous, est-ce que c'est une rencontre qui vous a particulièrement marqué et qu'est-ce que le président vous a dit aussi dans tout ce qu'il a dit qui vous a marqué? Tout m'a marqué. J'étais très impressionnée. C'est un monsieur avec tellement de charisme. Il a tout compris. Il a compris que l'avenir de l'Afrique, c'est les femmes. La femme, c'est ça. Et on ne nous le dit pas assez. Souvent, quand on dit qu'on se lance dans les affaires, non, ta place n'est pas seulement à la cuisine. Donc, on peut apporter. On peut apporter à son mari, on peut apporter à son frère, on peut apporter aux hommes aussi. Donc son discours a été poignant. Je pense que nous toutes, on est restés comme ça. C'était on vient au Burkina Faso, on peut pas partir sans avoir avoir eu cette rencontre avec lui. Ça a été un point très important et ça donne encore un peu plus de punch pour aller encore plus loin et pour montrer que on est capable, quoi. Et pour les activités que vous avez menées durant ces quelques jours au Burkina, parce que ça s'est tenu du 25 au 30, ça s'est achevé d'ailleurs dimanche dernier, vous,
qu'est-ce que vous avez présenté au public burkinabé, mais également aux autres femmes qui étaient là, au niveau de vos stands? Mais au niveau du stand, par exemple, du côté ATCA, on a présenté on va dire, des aliments que les Africains ont l'habitude de manger, comme le gombo séché, les chenilles en poudre. Ça, c'était une nouveauté pour oui, donc c'était une nouveauté pour les Burkinabés. Le Sumbala aussi en poudre, parce que eux, ce qu'on nous on a trouvé sur place, c'était en boule. Mais chez nous en Centrafrique, on l'a en poudre. On a pu aussi emmener des champignons. Du coco, que en fait beaucoup ont découvert, les feuilles de manioc aussi, parce que ça fait pas partie des habitudes alimentaires des habitants du Burkina Faso, mais il y a une certaine communauté africaine qui est là, et moi personnellement ça m'a fait plaisir de voir que nos produits, ils ont trouvé acheteurs, et malgré qu'il y a du karité au niveau du Burkina, on a ramené quand même quelques échantillons de Centrafrique. Et surtout, ce qui a beaucoup marqué les esprits, c'est l'emballage original du beurre de karité, qui était dans une calebasse. Et du coup, les acheteurs étaient vraiment contents de voir, du moins de découvrir la Centrafrique à travers nos différents articles. D'accord. C'est ça, et justement on a des images de vos stands au niveau donc de ce forum-là. Et du coup, donc Coco Déco, qu'est-ce que vous nous avez proposé? Déjà, j'ai essayé de faire de mon stand une petite maison. Donc je l'ai décoré aussi de façon à ce que ça attire les personnes. Ok. J'ai pu montrer aussi notre bois, et toutes nos boîtes ont été inscrites avec Coco Déco Made in Centrafrique, parce que nous sommes là aussi pour la promotion du fabriqué en Centrafrique. Et j'ai montré aussi ce que on pouvait mettre dans les boîtes. Une boîte peut commencer par être, on peut offrir un savon à base de Nîmes. On le met dans une boîte, on l'offre à une dame, et quand le savon a été utilisé, la boîte devient une boîte à bijoux. On a des boîtes à bic, on a des tableaux, on a un jeu national que je jouais souvent avec mon grand-père quand on était petit, qu'on appelle le Kissoro, qu'on appelle Awele dans certaines villes, dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest, mais nous on a 4 rangées. D'habitude c'est des graines, mais moi j'ai utilisé le kori, parce que le kori était la monnaie de l'Afrique avant que la colonisation vienne nous donner de l'argent papier et de l'argent qu'on connaît aujourd'hui. Donc je valorise aussi beaucoup tout ce que je fais avec des koris, parce que je trouve ça très beau, et qu'on n'oublie jamais qu'avant c'était le kori qui primait surtout. Voilà. Et ça a été bien apprécié Oui, les gens étaient très étonnés de voir que je mettais des koris un petit peu partout, et c'est très original. Du coup, quel est le bilan qu'on fait, déjà vraiment à chaud, de cette 14e édition du FIED? On commence par. Alors, on va dire que avec le FIED a mis en place une organisation. C'est vrai que c'est pas toujours évident de faire ce genre d'événement dans un pays étranger, sachant que le FIED est originaire de Côte d'Ivoire. Même si c'est un pays voisin, chacun a ses habitudes et tout. Bon, il y a eu des petits couacs, mais d'une manière générale, dès le début, on a oublié tous ces petits désagréments grâce à notre leader qui a su vraiment nous accueillir encore plus et à nous pousser même à venir investir au niveau du Burkina Faso. Et on va dire la chaleur humaine. Moi, franchement, c'est ce que je retiens du Burkina Faso et du FIED. La chaleur humaine. Les gens viennent vers vous avec le sourire. Même des fois, ils n'achètent pas, ils passent. Vous les regardez, ils vous disent bonjour, bonne vente. Oui. C'est touchant parce qu'on n'est pas habitués, nous, Centrafricains, à recevoir autant d'attention, on va dire. Parce qu'on est encore un pays qui est un peu dans la peur. C'est pas comme ici, même si on dit que non, que c'est dangereux, mais c'est un paradoxe, quoi. Oui. C'est vraiment un paradoxe. Moi, j'ai vraiment apprécié la chaleur humaine. Les gens qui nous disent bonjour dans la rue, toujours serviable et tout. On n'est pas habitué à ça. D'accord. C'est ça le Burkina. Alors, le petit bilan qu'on fait de cette 14e édition du FIED? Moi, c'était la première fois. J'ai beaucoup aimé. J'espère pouvoir faire une prochaine fois aussi. Mais j'aurais quelque chose à dire quand même. Le président nous a dit que l'Afrique doit faire un.
Et ce qui m'a un petit peu marqué quand on est arrivé ici, c'est notre monnaie. On a normalement le XAF et le XOF égale 1, mais on nous a énormément taxé sur la monnaie de l'Afrique centrale. Donc ça nous a un peu freiné et on n'a pas été, on nous a pas dit dès le départ qu'il fallait pas qu'on vienne avec du CFA, mais avec des euros ou des dollars ou de l'argent de l'Afrique de l'Ouest. Ça nous a un peu freiné parce que il n'y a pas un taux officiel, mais quand on moi, je dis le simple commerçant qui vient avec 1 million et on lui prend 100 000 ou 150 000, c'est beaucoup. Oui. C'est beaucoup. Donc ça, je pense qu'il faudrait essayer de revoir les monnaies entre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Voilà. Merci beaucoup. Alors, mesdames, on est en train de terminer notre entretien. Du coup, après, vous qui avez participé jusqu'à 2 éditions, après chaque édition, est-ce que les échanges entre femmes, les relations qu'on se tisse, ça se poursuit? Est-ce qu'on reste en contact avec le comité d'organisation? Il se passe quoi après chaque édition du FIET? En fait, après chaque édition du FIET, ils mettent en place un magazine de l'année précédente. Celui de 2023, par exemple, j'ai eu plaisir à me découvrir à l'intérieur. Et du coup, on reste en contact avec eux parce qu'ils nous invitent à l'édition suivante. Et après, bon, c'est selon votre propre volonté si vous voulez y aller ou pas. Sachant que, en tant qu'entrepreneur, c'est à vous de tout prendre en charge. Et le réseautage n'a pas de prix en fait, c'est un investissement. Même si on ne va pas emmener autant de marchandises égales à la dépense, je pense que le partage d'expérience n'a pas de prix. Et surtout que l'équipe du FIED est quand même accueillante. Donc c'est vrai que c'est pas évident aussi, mais franchement, quand on a eu des problèmes, ils ont su remettre les choses en place et tout. Donc à cela, franchement, moi personnellement, je leur dis merci. Et je pense que je peux me faire porte-parole de Corinne pour dire vraiment merci parce que c'est grâce au FIET qu'on a pu découvrir le Burkina Faso. Merci beaucoup. Merci. Quel est votre mot de fin? Qu'est-ce que vous pouvez dire aux Burkinabés qui nous regardent, mais également à tous les Africains parce qu'on nous suit également de la Centrafrique. On peut nous suivre sur la page Facebook, sur Internet et tout. En tout cas, merci aux Burkinabés. Merci de votre accueil, de votre gentillesse. Bon, je connaissais déjà des Burkinabés par rapport à la Centrafrique. Et restez comme vous êtes. Hein. Merci. Vous avez un beau pays. Merci Voilà. beaucoup. Pour finir, Marlène. Moi, je dirais pratiquement la même chose. Hein. Okay. Franchement, je pense que je reviendrai au Burkina Faso. Moi aussi. J'ai aimé ce pays, malgré l'harmattan. Rien n'est parfait, malgré l'harmattan. Ça fait plaisir de voir que il y a beaucoup de banques, on sent qu'il y a quand même des échanges qui se font. Parce que les bouchons, voilà, on va dire, quand il y a un traffic jam, on sait qu'il y a quand même des activités. C'est ça. Merci beaucoup. Nous, on vous souhaite bon retour en Centrafrique. Vous serez toujours les bienvenus au Burkina Faso. Bon retour à vous et que vos activités prospèrent encore. Merci beaucoup. Merci. Alors, restez avec nous. Je rappelle que nous étions avec Marlène Gerville-Yambala, présidente de l'Association des transformateurs de la Centrafrique. Et nous étions également avec Corinne Peoua Saïd, et elle est CEO Coco Déco. Alors, on rappelle que ces dames étaient là à l'occasion du Forum international des femmes entreprenantes et dynamiques FIED qui s'est tenu du 25 novembre au 30 novembre passé au Burkina Faso. On va s'arrêter ici pour l'entretien de ce matin. On marque une petite pause et on revient pour la... Et de retour sur ce plateau pour la suite de cette émission. Je vous le disais, aujourd'hui c'est le 1er décembre, journée mondiale de lutte contre le sida. C'est l'occasion pour nous de faire le point et d'en parler. Au niveau du Burkina Faso, c'est dans la rubrique qui suit justement. Et nous recevons comme invité M. Herman Apiou Wessaomo Abouga. Il est le président du conseil d'administration de la coalition des réseaux et associations burkinabés de lutte contre le VIH-Sida et de la promotion de la santé Corab. Bonjour Monsieur Abouga. Bonjour Madame. Bienvenue. Diama, merci. J'espère que je n'ai pas écorché un de vos prénoms. Vous avez tout bien dit. D'accord, merci beaucoup. Nous sommes également avec Monsieur Pamoussa Songré, secrétaire général de la Corab. Bonjour.
Bonjour. Bienvenue, Monsieur Sangré. Merci. Alors, ensemble, on va parler justement du VIH-Sida parce que c'est votre domaine d'intervention et il faut dire que vous êtes un partenaire clé aussi du SPCNLST et bien sûr vice-versa. Alors, aujourd'hui, c'est le 1er décembre et le monde entier commémore chaque 1er décembre la journée mondiale de lutte contre le sida. Quelle est l'importance de cette journée, M. Abouga? Merci Madame Nikiema. Il faut dire que depuis les années 88, le monde entier a décidé de commémorer le 1er décembre la journée mondiale de lutte contre le sida. Et il faut dire que cette journée vient nous rappeler les défis majeurs dans la lutte contre le VIH-Sida et vient en tout cas nous interpeller par rapport à tout ce qui reste à faire. Parce qu'au Burkina Faso actuellement, on peut dire que il y a eu vraiment des efforts et nous sommes actuellement à une prévalence de 0,5%. Mais il faudrait dire qu'il y a beaucoup de défis toujours à relever parce que c'est le moment idéal et c'est les défis majeurs qui sont là pour faire d'ici 2030 le VIH, le sida comme toute autre maladie au Burkina Faso. Donc c'est une journée qui nous rappelle et qui doit nous interpeller à mettre plus d'accent pour répondre à la vision de l'ONU-SIDA qui est de faire du VIH-Sida comme toute maladie d'ici 2030. Merci. Alors, M. Sangré, chaque 1er décembre, il y a cette commémoration. Mais au niveau du Burkina, on marque aussi cette journée, même si pour cette année, ça sera commémoré en différé le 5 décembre. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on accorde encore plus d'importance à cette maladie ou à la lutte contre cette maladie? Merci Madame Nikiema. Pour moi, on accorde toujours de l'importance à la maladie. Et bien que la plupart du temps, la population se dit que c'est une maladie qui n'est plus d'actualité. Pourtant, en réalité, elle est toujours là. Donc, la journée du 1er décembre, c'est pour encore rappeler à la population que le VIH est toujours d'actualité et qu'il faut toujours prendre des précautions, en tout cas, pour ne pas contracter la maladie. Et au cas où vous avez la maladie, tout est à votre disposition, en tout cas, pour pouvoir surmonter les différentes difficultés et mieux vivre. Monsieur Abouga, le sida existe toujours? Bien sûr, le sida existe, mais pour revenir à la journée, à la commémoration de la journée, il faut dire que cette année, le Burkina Faso, le SPCNLS a bien voulu, à travers le leadership du président du Faso, qui est le président du Conseil national de lutte contre le sida et les infections sexuellement transmissibles, de commémorer cette journée le 5 de ce mois de décembre. Et il faut dire qu'il y a un thème international qui est surmonter les perturbations et transformer la riposte au sida. Donc, le sida existe. Et le sida existe avec une autre manière, avec une certaine ampleur, dans des groupes donnés. Et au Burkina Faso, nous avons beaucoup de nouvelles infections qui se développent au niveau des adolescents et des jeunes. Ça touche aujourd'hui, je lisais justement le rapport de ONU-SIDA du moins 2025 qui dit que ce sont les jeunes de 15 à 24 ans qui sont plus touchés aujourd'hui par le sida. C'est le même constat au niveau du Burkina? C'est le même constat parce que actuellement, comme le SG vient de le dire, il y a des comportements qui tendent à démontrer que les gens actuellement ignorent l'existence de cette maladie parce qu'ils ne voient pas la maladie comme avant où on pouvait voir des gens un peu chétifs, quelqu'un qui a la peau collée aux os. Non. Le VIH existe, c'est parce que a changé de façon parce que les gens ont lutté. Vous savez, aujourd'hui nous sommes en train de faire en sorte que d'ici à 2030, toute personne dépistée positive soit mise sous traitement, mais aussi qu'il soit à un niveau indétectable. Ça veut dire que toute personne qui aura le VIH, lorsqu'on fera le test, on ne verra pas le virus de son corps, pourtant il existe. Donc il y a eu un effort qui a été fait. Donc cet effort fait qu'aujourd'hui, les adolescents et les jeunes pensent que non, le sida n'existe pas, pourtant non, il existe. On n'a pas besoin, on ne veut plus que les gens aient peur de faire le test. Ils doivent faire le test et c'est la première porte d'entrée pour savoir si tu es infecté ou pas. Et vous savez, lorsque tu fais le dépistage, tu arrives à limiter l'avancée du VIH ou à stopper carrément la contamination. Donc, actuellement, toute personne qui s'engage à faire son test et qui connaît sa sérologie ne doit pas s'inquiéter. Parce que tout est mis en œuvre pour qu'il puisse prendre les médicaments comme il se doit et être à un niveau indétectable à un moment donné. Donc, le sida existe.
Et il est un peu difficile parce que il est dans une tranche qui est un peu dynamique, les adolescents et les jeunes. Et donc, si on ne prend pas les précautions pour mettre des stratégies qui répondent réellement au contexte actuel, on risque d'être étonné du réveil de la chose. Alors, M. Sangré, les jeunes, les adolescents, pourquoi aujourd'hui le sida est plus dans leur milieu? Ça s'explique par quoi? Alors, comme le président l'a si bien dit, le dynamisme au niveau de la jeunesse, on le voit beaucoup, hein, on voit ce qui se passe au milieu des jeunes qui sont beaucoup influencés par les réseaux sociaux, influencés par leur environnement. Et comme on le dit, on constate aussi que dans le milieu jeune, il y a des pratiques néfastes qui sont souvent au niveau de la jeunesse. Donc, ce qui fait que prendre des précautions pour se protéger devient un peu complexe au niveau de la jeunesse, qui souvent ne voit pas la nécessité d'utiliser des préservatifs ou carrément l'abstinence qui devait être faite au milieu des jeunes, malheureusement, n'est pas faite. Et on constate aussi dans le milieu jeune que les infections sexuellement transmissibles font quand même, sont présents. Et donc un peu difficile de ne pas aller vers la jeunesse pour voir si effectivement la jeunesse n'est pas dans le souci de contracter ces maladies. Et comme vous le savez, quand on parle d'infections sexuellement transmissibles, forcément, on va faire référence au VIH et au syphilis, au chancre ou d'autres maladies infectieuses qui peuvent être contractées au milieu de la jeunesse. Alors la réalité, M. Abouga, c'est qu'aujourd'hui, les fonds destinés à la lutte contre le sida également s'est rétréci. Il y a eu réduction considérable de fonds de lutte contre le VIH-Sida. Alors, est-ce que ça impacte cette lutte? Oui, il faut reconnaître qu'au niveau mondial, il y a eu quand même l'aménagement des financements, il y a eu le départ de plusieurs partenaires, mais nous saluons grandement en tout cas la résilience au niveau du Burkina, parce qu'au niveau du SPCNLS, ils ont essayé de réfléchir pour déjà trouver des solutions idoines pour répondre vraiment au manque à gagner et qui était compensé par certains partenaires. Ce qui fait qu'au niveau de la prise en compte des ARV au Burkina, il faut remercier en tout cas le leadership du Burkina Faso, parce que jusqu'à présent, il n'y a pas de retour d'ARV. Et c'est toujours gratuit? C'est toujours gratuit, et c'est toujours gratuit et disponible à tous les niveaux. Il y a les centres médicaux communautaires qui sont là, il y a les services de santé publics qui sont là, et le SP, à travers le PCCLS, travaille vraiment à faire en sorte qu'il n'y ait pas de manque d'ARV sur le terrain. Il faut noter aussi qu'il y a eu des situations, mais à chaque fois qu'il y a une problématique qui se prononce, nos gouvernants essaient de voir comment est-ce qu'il faut travailler à remédier cette solution. Ce qui est important, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a une certaine résilience interne qui fait que nous travaillons à développer les ressources endogènes pour accompagner la lutte contre le VIH-Sida. Compter sur ses propres fonds. Vous voulez ajouter quelque chose sur oui, c'est juste pour dire Mm-hmm. ce que le président vient de dire tout de suite. Il y a quand même un grand travail à faire au niveau du monde communautaire, ce qui est en train. Et c'est la mobilisation, en tout cas pour la relance des financements au niveau endogène. Donc, faire un plaidoyer auprès des différents partenaires, toujours un plaidoyer auprès de l'État pour que on accompagne suffisamment le monde associatif afin que nous puissions en tout cas être en amont pour la prévention et la lutte contre le VIH-Sida, mais contre d'autres pathologies aussi qui existent et dont souvent on ne fait pas cas, notamment l'hépatite qui est là, oui, qui est une maladie aussi qui se vit au niveau du Burkina. Et je crois que, comme il a dit, il y a un effort qui est fait, mais nous sollicitons encore qu'il y ait une mobilisation endogène au niveau des ressources financières pour nous permettre d'accentuer en tout cas la lutte contre le VIH-Sida au Burkina Faso. Et M. Abouga, pour parler d'action ou d'accentuer la lutte contre le VIH-Sida, aujourd'hui, pour vous, c'est quoi la solution? La lutte devrait se tourner vers quoi exactement? Et pour nous, en tant que société civile, la solution réside dans la communauté. Et toute action qui doit se réaliser nécessite l'implication de la communauté. Nous avons vu, en tout cas, l'expertise bien avisée des structures associatives qui ont travaillé depuis 1988 pour faire en sorte que le VIH soit aujourd'hui une maladie qui peut-être ne crée pas des ravages au niveau de la société.
Donc, déjà mettre l'accent sur les communautés, mais aussi faire en sorte que chacun mette la main dans la pâte, parce que c'est un problème, comment on appelle ça, de santé publique, et qu'à l'heure actuelle, avec la nomenclature de la situation nationale, il faudrait maintenant que chacun mette la main dans la pâte pour que nous puissions tous travailler et remédier tout ce qui est comme problème, tout ce qui est comme mot dans notre pays. Donc, c'est demander bien sûr aux populations, demander aux grandes entreprises de faire en sorte que cette lutte soit la leur pour que nous puissions vaincre ensemble. Faut-il, vu que ça touche les adolescents et les jeunes, faut-il maximiser encore sur la sensibilisation dans leur milieu? Vous savez, quelqu'un me disait là passé qu'on peut prendre la route de Ouagadougou sans voir une plaque ou bien sentir que non, le VIH existe. Pourtant, il n'y a plus cette campagne. C'est vrai, d'aucuns diront que non, on n'a plus besoin de faire des campagnes de masse. Mais nous avons vu que non. Lorsque nous approchons nos enfants, nous comprenons très bien qu'il y a un problème sérieux. Ils n'ont pas trop d'informations sur le VIH. Certes, on a voulu aller de façon spécifique, mais il est important de rendre la chose plus grandiose pour faire en sorte que les gens puissent, à travers, parce que jusqu'à présent, il y a des barrières en termes de communication parent-enfant par rapport à la question du VIH, par rapport à la question de la santé sexuelle. Donc il est important que nous, parce que nous avons un objectif, et actuellement avec le SPCNLS, il y a le nouveau cadre qui doit être revu d'ici janvier, le cadre 2026-2030. Donc, dans ce cadre-là, je pense qu'une bonne partie va prendre en compte la question des jeunes, mais aussi va reprendre toutes les stratégies d'avant qui ont permis d'avoir des activités efficaces et pour atténuer la chose carrément. Donc, je crois qu'il est important de revenir sur les actions de masse. Monsieur Songri, vous voulez ajouter quelque chose sur la lutte, les actions? Oui, je voulais juste dire qu'il y a des activités qui sont actuellement réalisées sur le terrain, notamment depuis le 3 novembre. Et il y a des acteurs qui sont sur le terrain pour des activités de sensibilisation, pour des activités de causerie éducative, pour des activités de projection de films, des animations grand public et notamment pour les activités de dépistage dans les 13 régions. Donc du 28 au novembre au 13 décembre, il y a des activités de dépistage qui sont faites dans les 13 régions pour accompagner la dynamique afin que chacun puisse connaître sa sérologie. Et éventuellement, ceux qui vont connaître leur sérologie qui sont dépistés positifs pourront immédiatement être pris en charge et accompagnés dans les formations sanitaires pour les différents examens biologiques et l'accompagnement pour la prise des médicaments. Donc cette campagne a commencé pour le dépistage le 28 novembre. Il prendra fin le 13 décembre. Mais au-delà de ça, nous avons des centres de dépistage volontaires qui existent dans les 13 régions, qui accompagnent les populations, notamment les jeunes et les adolescents, pour qu'ils puissent avoir accès en tout cas à ce dépistage-là et pour être accompagnés au niveau des familles pour ceux qui sont dépistés positifs. Et à ce que nous appelons aussi le dépistage des cas index. Au-delà de la personne qui est dépistée positive, il y a également la famille, également avec le consentement de la personne qui est dépistée positive, qui est accompagnée pour que nous puissions aussi également savoir si l'enfant, la femme ou l'homme est positif pour aussi bénéficier des différents accompagnements. Donc autant d'actions. Oui. Monsieur Abouga, mais en termes de chiffres aujourd'hui au Burkina Faso, quels sont les chiffres importants à retenir en matière de lutte contre le VIH-Sida? En matière de lutte, il faut dire que il y a des normes qui sont normes internationales et où actuellement nous sommes dans une vision de 3,95. D'abord, quand on parle de 3,95, c'est dire que 95% des personnes dépistées et des personnes dépistées positives sont mises sous traitement. Donc il faut d'abord dépister 95%. Après, 95% des personnes dépistées positives sont mises sous traitement. Et ces 95% des personnes positives et sont mises sous traitement doivent être à un niveau indétectable. Et au Burkina Faso, il faut dire que le premier 95 vraiment est un peu avancé. Le deuxième, il est avancé, mais il n'est pas totalement atteint. Le vrai problème, c'est au troisième 95, où tous ceux qui sont dépistés et mis sous ARV, on doit travailler à ce qu'ils deviennent à un niveau indétectable. Aujourd'hui, nous sommes autour de 90 à 94 000 personnes infectées au Burkina Faso.
Et quand vous prenez les prévalences, il y a des parités un peu partout au niveau par rapport à chaque cible. Et donc, au niveau du CSN, il y a un travail qui est fait pour tenir compte de la spécificité de chaque cible. Et donc, par rapport aux groupes vulnérables, à ce niveau, en tout cas, et la prévalence est élevée par rapport à la prévalence générale. Donc, des actions spécifiques seront mises à ce niveau pour répondre de façon spécifique à la lutte. Il y a aussi la question du VIH pédiatrique. Pédiatrique. Il faut dire qu'au niveau des enfants, des adolescents et jeunes, il y a d'autres qui sont nés avec le VIH. Et ils ne savent pas à quoi se fier. Mais je pense qu'actuellement, il y a un plan d'urgence qui est en train d'être mis en place, qui doit prendre en compte ces cas-là, pour faire en sorte que, au niveau de la tranche enfants et jeunes, enfants, adolescents et jeunes, nous puissions avoir des stratégies adéquates qui pourront nous permettre de pouvoir répondre efficacement par rapport à leurs préoccupations. Donc, M. Songré, en général, quand même, vu ce que M. Abouga a dit, ça veut dire que la lutte évolue, la lutte avance, enfin, les résultats sont quand même acceptables. Oui, je dirais que c'est acceptable. C'est vrai que, comme il a si bien dit, on ne fait plus trop de bruit autour du VIH, donc ce qui fait que la connaissance de la population avec cette maladie encore n'est plus, je dirais, bien connue. Mais malgré ça, il y a des résultats qui sont sur le terrain. Les acteurs communautaires continuent à se battre et à faire en sorte que, au moins, ceux qui ne connaissent pas leur sérologie, comme je l'ai dit, puissent connaître leur sérologie et prendre les précautions, en tout cas pour ne pas tomber dans le volet sida. C'est un peu ça. Lorsque quelqu'un a le VIH, on fait tout pour que la personne puisse prendre les médicaments régulièrement et de la façon la plus correcte et ne pas tomber dans le volet sida. Également, on fait en sorte que les familles, les enfants qui sont les OEV, qui sont dans la communauté, et puis être aussi dépistés. On fait aussi des dépistages dans les crèmes, donc les centres de récupération nutritionnelle et dans les orphelinats, pour que tous ces enfants-là puissent connaître leur sérologie. Donc, c'est-à-dire qu'on est toujours dans la communauté, on est toujours en collaboration avec les différents partenaires, notamment le ministère de la Santé, le SPCNLS, les districts sanitaires, les DRS, pour toujours accompagner en tout cas le ministère dans sa lutte contre le VIH-Sida, dont nous sommes, je ne dirais pas les précurseurs, mais nous sommes en tout cas les premiers partenaires à accompagner le ministère afin que le VIH-Sida et le sida puisse disparaître d'ici 2030, même si on dit souvent c'est un rêve, mais nous pensons que ces rêves-là, nous pouvons le réaliser. Monsieur Abouga, pour les actions maintenant de votre structure, Monsieur Songré l'a dit tout à l'heure, vous collaborez avec le ministère notamment. Et qu'est-ce que vous faites sur le terrain? Je veux parler donc de votre coalition. Non, il faut dire que, vous savez très bien, la CORAB est une structure de coordination, de suivi. Et donc, nous faisons aussi l'interface entre les structures étatiques et bien sûr les structures communautaires. Okay. Et nous faisons aussi l'interaction entre sociétés civiles. Il faut dire que, comme activité que nous menons couramment, c'est les activités de suivi, de renforcement des capacités. Et nous avons une activité courante qui est le suivi, en tout cas, de la gouvernance des structures associatives sur le terrain, où nous avons des équipes que nous déployons sur le terrain au niveau national, qui partent voir à quel niveau les structures sont, comment est-ce que les activités se réalisent, comment se passe la gouvernance au sein des structures, est-ce qu'il y a des problèmes de gouvernance, et nous les accompagnons. Nous faisons aussi un certain renforcement des capacités par rapport, bien sûr, à des préoccupations au niveau étatique. Et tantôt, vous avez remarqué qu'il y a des décisions qui sont tombées par rapport à la DGCOP, où il faut être à un certain niveau par rapport à la comptabilité des structures communautaires. Je parle du CISPLM. Et je pense que la CORAB, avec certains réseaux comme le CENOS, nous avons organisé des ateliers de formation pour capaciter nos structures à répondre aux normes au niveau national. Il y a aussi d'autres actions que nous avons réalisées par rapport à la loi 011, où il faut expliquer à nos structures pour qu'elles comprennent très bien comment il faut agir et comment chacun doit se préparer pour répondre réellement à la dynamique nationale. Donc, il y a autant d'activités. D'autres actions, je dirais tantôt que, comme le SG venait de le dire, au-delà du dépistage avec le PAMAC, qui est un centre de ressources de la CORAB, il y a aussi des activités qui sont réalisées qui sont financées par le SP, à travers le FSMOS, à travers le CCRO, qui sont des activités dédiées
aux EOV, mais aussi des activités de prise en charge et de prévention au niveau national. Donc la CORAB, en collaboration avec les antennes du SPCNLS, avec nos coordinations bien sûr régionales, nous réalisons des sorties de terrain pour accompagner les structures à ce que les activités se réalisent comme il se doit sur le terrain. Il faut noter aussi qu'il y a un partenaire fiable qui est fidèle quand même au Burkina Faso, c'est le Fonds mondial. Le Fonds mondial, à travers le GC7, continue de financer nos structures sur le terrain, même s'il y a des petites difficultés par rapport à ce financement. Mais nous pensons que, avec toutes les missions qui sont réalisées par le Fonds mondial, et qu'il y a eu des concertations avec le CCM, avec les PR, avec les BS, et je crois que ça va aller à construire le GC8 à venir. Et donc la CORAB déjà se met à l'avant-garde pour travailler avec les structures pour voir comment est-ce qu'ensemble nous pourrons nous préparer pour le défi à venir du GC8. Donc voici autant d'actions qui sont réalisées avec nos structures sur le terrain. D'accord. Monsieur Sangré, pour revenir à la journée et à la commémoration, autant d'actions et la collaboration aussi. Et pour le 5, ça sera quoi la contribution de la CORAB pour la commémoration en différé, donc au niveau du Burkina? La contribution de la CORAB, c'est notamment la mobilisation de toutes les organisations de la société civile en santé pour qu'elles soient présentes lors de cette cérémonie. Il y a également l'organisation, en tout cas pratique des associations autour de cette commémoration-là, chacun dans sa localité pour marquer cette journée qui va se faire dans toutes les régions, même si au niveau national, elle va se passer, comme on l'a dit, le 5 au SPCNLS, mais il est prévu en tout cas dans chaque localité que chaque organisation fait en sorte qu'il y ait une visibilité autour de cette campagne-là pour que la population soit en accord et que la population soit évidemment participante de cette activité qui va se dérouler. Il y a également le fait qu'il y aura des activités de renforcement de capacité, comme le président l'a si bien dit, parce qu'il ne suffit pas seulement de commémorer la journée, mais il est évident qu'il faut rappeler aussi aux organisations leur contribution et leur capacité de s'organiser, leurs compétences en matière de santé pour accompagner les populations afin qu'elles puissent vraiment s'approprier cette journée-là qui est la journée mondiale, mais la journée nationale aussi pour la lutte contre le VIH-Sida, pour que d'ici 2030, nous pouvons l'éliminer comme on l'a si bien dit. Merci beaucoup. Alors, donc, on est en train d'étendre vers la fin de notre entretien. Monsieur Abouga, qu'est-ce que vous pouvez ajouter en ce qui concerne la commémoration? Non, nous pouvons, c'est de rappeler les gens, de lancer un appel à la mobilisation nationale, parce que quoi qu'il en soit, actuellement nous sommes dans une logique où chacun doit mettre la main dans la pâte. Et notre vision, c'est de faire en sorte qu'au niveau endogène, nous soyons en mesure de répondre aux préoccupations les plus sérieuses. Et je dis très bien je le dis parce que vous savez que la dynamique, elle n'est pas seulement que dans la lutte contre le VIH-Sida. C'est une dynamique qui est un peu nationale, qui est partout. Donc, que chacun mette la main dans la pâte, que chaque structure associative, que chaque individu, et je dirais que chaque société, que ce soit les sociétés privées comme étatiques, s'engage vraiment à ce que nous puissions travailler à éliminer le sida. Je dis bien le sida, on peut l'éliminer. Déjà, nous sommes dans une phase où, je vous dis, vous n'allez pas le savoir, mais quelqu'un qui a le sida, il vit avec la chose, on vient faire le test, il est indétectable, il est déjà presque éliminé. Donc, la maladie ne va pas plus se manifester sur la personne d'ici à 2030. Donc, c'est le grand souhait. Et pour réaliser ce souhait, il faut que chacun mette la main dans la pâte pour que nous puissions d'ici à 2030 atteindre cet objectif-là. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'être passés sur ce plateau, nous parler encore du sida qui est une réalité comme vous l'avez dit et notamment cette commémoration. Je rappelle que chaque 1er décembre, la communauté internationale commémore la journée mondiale de lutte contre le sida, mais au niveau du Burkina, ça sera commémoré en différé le 5 décembre comme les invités l'ont dit sur ce plateau. Merci Monsieur Sangré, merci Monsieur Abouga d'être passé sur notre plateau. Restez avec nous. Je rappelle que M. Herman Abouga est le président du conseil d'administration de la coalition des réseaux et associations burkinabés de lutte contre le VIH-Sida et de la promotion de la santé CORAB.
M. Pamoussa Sangré est le secrétaire général de la CORAB. Alors, on va s'arrêter ici pour l'entretien de ce matin. Alors, pour accompagner mes invités, je vous invite notamment à aller à Bagré pour notamment découvrir les potentialités de Bagré. Bagré, c'est le poisson. Bagré, c'est surtout le barrage hydroélectrique. Je vous amène à la découverte des potentialités de Bagré. On regarde l'élément et on revient. Cette semaine, nous déposons nos valises à Bagré pour vous faire découvrir les potentialités de la localité. La commune de Bagré est située à environ 45 km de Tinkodgo, dans la région du Nakambe. Vous y trouverez le pôle de croissance de Bagré avec ses installations hydroélectriques, ses plaines aménagées pour l'agriculture, ses centres qui produisent le riz de Bagré et ses centres d'élevage piscicole. Le barrage de Bagré a une capacité d'1,720 milliards de mètres cubes d'eau et une superficie de 28 500 hectares. Sa construction a débuté en 1989 et la mise en eau effectuée en juillet 1992. Ce barrage hydroélectrique fait la fierté de la localité et permet de fournir l'électricité pour nos villes, en plus des activités agricoles qui s'y mènent. En plus, le pôle de croissance de Bagré dispose d'un centre d'élevage piscicole. Ce centre est le fruit de la coopération entre le Burkina et la Chine-Taïwan. Le centre a pour vocation la production et la commercialisation des alevins. Selon le chef du centre Bassori Ouattara, sa structure produit par an plus d'1 million d'alevins. La production de poissons à cage flottante est aussi pratiquée à Bagré. Elle a été lancée le 20 juillet 2024. Plus de 250 cages flottantes sont installées sur le plan d'eau de Bagré. D'ailleurs, de nos jours, beaucoup de privés font l'élevage de poissons à Bagré. En témoignent les bassins piscicoles qu'on y retrouve. À côté de ces bassins piscicoles, vous pourrez visiter aussi un champ de cacao et de cola qui est en expérimentation. Et qui parle de Bagré, parle forcément du riz de Bagré. À Bagré, vous pourrez visiter les champs de riz et des centres d'étuvage de riz. Dans ces centres, on retrouve plusieurs coopératives de femmes qui disponibilisent le riz de qualité pour les Burkinabés. À côté de la production du riz, les femmes de Bagré commercialisent aussi le poisson fumé et le poisson frit. On ne saurait vous présenter les potentialités de Bagré sans vous parler du centre écotouristique de Bagré. Ce centre, c'est un complexe hôtelier. Ce cadre enchanteur vous accueille pour votre séjour à Bagré. Vous allez apprécier les logements. Vous apprécierez également le calme qui y règne. Vous entendrez le bruit des oiseaux. Vous observerez aussi le lever et le coucher du soleil. Chers amis, allez-y visiter les potentialités de Bagré car vous allez aimer. Cette semaine, nous vous faisons découvrir Bagré et ses potentialités. Lorsque vous allez pouvoir, n'hésitez surtout pas à aller à Bagré pour découvrir les potentialités de Bagré. C'est des merveilles à découvrir, à visiter à Bagré. Merci de votre attention. On va s'arrêter ici pour l'émission de ce matin. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve, Inch'Allah, demain mardi pour d'autres aventures. En attendant, on vous souhaite une excellente semaine. Profitez de cette semaine et à demain.